Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un problème récurrent, notamment chez les jeunes. On a des problèmes avec ça dans nos lettres de motivation, on a des problèmes avec ça dans notre façon de parler aux autres, que ce soit des adultes ou des enfants. On a souvent ce problème-là, et ce problème, il se situe avec les mots. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'élocution. L'élocution, ça désigne tout ce qui est de votre capacité d'expression orale principalement. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est très influencé, très influençable aussi par l'écrit. Voilà. Et donc la suite, c'est maintenant. Le premier point qu'on va aborder, qui n'est pas des moindres, ça va être donc votre écrit. Alors pourquoi l'écrit? Alors qu'on parle ici d'élocution, d'expression orale, vocale. Eh bien, tout simplement parce que justement, l'écrit conditionne votre utilisation des mots. Et oui, le SMS est sorti, il a fallu inventer un langage exprès pour ça, mais aujourd'hui on en est au texto, on peut refaire des phrases complètes. C'est-à-dire qu'au temps du SMS, on a, on a raccourci un maximum le langage, pour n'utiliser que le minimum de caractères parce qu'avant, on était limité à 140 caractères par SMS qui coûtait certainement 1 franc ou 2 à l'époque. Et je crois qu'il y a même eu une époque où chaque caractère était compté. Donc on essayait vraiment de raccourcir. Mais aujourd'hui, on est à l'ère du texto, on est à l'ère du numérique. Donc c'est vraiment devenu quelque chose de faisable d'écrire en toutes lettres, d'écrire correctement, de faire des vraies phrases complètes et de les envoyer gratuitement, même quand vous faites un SMS de 10 SMS. Donc c'est vraiment important de s'intéresser à cet écrit. Comme je vous le disais, l'écrit conditionne énormément toute votre utilisation des mots. Vous utilisez certainement Internet, sinon vous ne verriez pas ma vidéo. Vous utilisez certainement donc les supports comme Wikipédia, ou vous suivez peut-être un blog rigolo comme, je sais pas, Minute Buzz ou 9gag peut-être en anglais, ou autre chose. Vous avez certainement des tonnes d'amis sur Facebook, vous suivez d'autres gens sur Twitter. Ben voilà, ça va conditionner votre cerveau. C'est-à-dire que le temps où vous n'utilisez pas vocalement les mots, que vous vous contentez de les lire, votre cerveau a une espèce de mode, comment dire, de mode adapté, quoi, voilà, à l'enregistrement. Et donc quand vous lisez, il enregistre ce que vous lisez, même si c'est pas forcément le contenu. Par exemple, je me rappelle pas ce que j'ai lu il y a 2 ou 3 heures. J'ai pas enregistré le contenu, mais mon cerveau a enregistré la façon dont était présenté le contenu. Et donc, l'orthographe faisant partie de l'écrit, mon cerveau a enregistré pas mal l'orthographe. Concrètement, ce que je vous dis là, c'est que dans toute votre utilisation d'Internet, vous enregistrez en fait des informations. Vous enregistrez des informations qui vous sont intéressantes dans l'intérêt et qui vous sont fonctionnelles, par exemple là, dans l'orthographe, dans l'écrit. Alors vous allez enregistrer toutes les fois où vos amis écrivent ce chien m'énerve en écrivant SE pour ce chien, ou toutes les fois justement où ils vont écrire chien CHI1, ou toutes ces choses-là, vous les enregistrez en fait. Et donc à la fin, vous allez peut-être vous demander, est-ce que j'écris chien CHIEN ou CHIUN? Je sais pas trop. Des fois, on en arrive à des questions vraiment bêtes, hein. On se demande si on met un N ou deux N, alors que logiquement, ça va être deux N. Est-ce qu'on met un accent ou est-ce qu'on met deux R? Voilà. À force de voir les critères T-E accent aigu R-E, on se demande si on l'écrit vraiment T-E 2 R-E. Et c'est normal, ça fait partie de tout le programme que représente votre cerveau. Si vous voulez un exemple concret de ça, eh ben, moi, quand j'étais plus jeune, voilà, je sais pas, je devais avoir 14 ans, voilà. Et j'ai commencé à utiliser ce qui, à l'époque, était MSN. C'est- Je sais même pas si vous connaissez ça. MSN, c'était un des premiers logiciels qui nous permettait de communiquer à distance, hein. C'est un peu l'ancêtre de Skype, si vous voulez, sauf que je crois que la webcam et le micro étaient pas tout à fait au point. Mais quoi qu'il en soit, du coup sur MSN, on écrivait souvent en langage SMS parce que voilà, ça allait plus vite. Et j'étais super bon en orthographe, j'avais toujours entre 18 et 20 au dicté. Et un jour, c'est mon prof de français qui en avait vraiment marre, mais marre de chez marre,
me voir faire des fautes à tout va. Il a dit aujourd'hui, pof, dictée. Moi j'ai dit ok, pas de problème. Hop, on fait la dictée tranquille. Et j'étais assez perfectionniste en ce temps-là sur les notes. Je détestais avoir des mauvaises notes. On fait la dictée et quand il les a rendues, j'avais 13 sur 20. Alors 13 sur 20, c'est une chute minimum de 5 points quand même en orthographe. 5 points, ça représente, je sais pas, ça doit représenter, on perd entre 0,5, allez, ça fait entre 8 et 16 fautes quand même, de plus que d'habitude. Sur une dictée qui devait faire une dizaine de lignes, donc c'était vraiment pas énorme. Et à ce moment-là, moi je me suis rendu compte qu'effectivement, à force d'écrire en langage SMS, j'avais conditionné mon cerveau à faire certaines fautes d'orthographe. Donc voilà pour ce qui est de l'écrit, notamment pour vos lettres de motivation. On va résumer. Relisez. Si possible, faites-vous accompagner de quelqu'un qui pourra corriger, vous expliquer aussi. Ça va ensemble. Quelqu'un qui pourra corriger et vous expliquer ça. Des fois que vous n'auriez pas compris, ça peut arriver aussi. Et enfin, limitez le langage SMS aux fois où vous êtes vraiment pressé ou aux fois où vous avez vraiment pas envie d'écrire, mais essayez de faire un maximum de phrases complètes. Travaillez avec une orthographe correcte. Pour ce qui est du deuxième point à aborder, je voulais vous parler ici des niveaux de langue. Les niveaux de langue, on en a 3. C'est, je crois qu'il y a le familier, le formel et un autre. Donc voilà, on a 3 niveaux de langue et souvent on ne se sert que d'un seul niveau de langue, ce qui a 2 conséquences. La première, c'est que souvent, quand on va chercher à s'exprimer d'une autre manière, on va pas savoir le faire. On va pouvoir peut-être, mais difficilement, on va pas savoir le faire. La deuxième conséquence de ça, c'est qu'on limite énormément son vocabulaire en n'utilisant qu'un seul niveau de langue. Alors, quand je vous dis qu'on limite son vocabulaire, ça vous paraît peut-être un peu excessif, et pourtant, l'utilisation d'expressions plus travaillées, plus avancées, va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans votre expression, dans votre élocution. On peut en parler un petit peu mieux que ça, puisqu'on peut aller jusqu'à vous dire, par exemple, de compter. Compter tout simplement, ou faites attention au nombre de fois où vous dites truc, machin, bidule, pour un objet ou pour une action ou pour toute autre chose pour laquelle il existe déjà un mot. Alors évidemment, on reste quand même très limité en vocabulaire, on a des dictionnaires qui font 70 000 mots minimum, alors que nous on en utilise entre 3 et 7 000 par jour. Donc évidemment il va toujours nous manquer des mots, il y a toujours des trucs qu'on va se demander ce que c'est. Mais l'utilisation de, en moyenne, allez disons en moyenne, 4000, 5000 mots différents, et ben, c'est déjà pas mal de pouvoir se servir de tout ça à la fois, parce que ça vous donne un certain panel quand même de vocabulaire qui va vous permettre en plus d'identifier clairement votre interlocuteur et qui va vous permettre donc d'adapter automatiquement votre niveau de langue. C'est-à-dire, est-ce que vous parlez à un professionnel et dans ce cas, il faut faire attention. On dit pas, ouais, je sais, ça fait chier quand on passe un entretien d'embauche, par exemple. On essaie de dire, je comprends bien que vous soyez embêté, par exemple. Et embêté, c'est un mot qui. C'est courant, on sait tous ce que ça veut dire embêté, mais combien de jeunes entre 14 et 20 ans s'en servent? Allez, on dit tous que ça fait chier, et puis c'est terminé. Et c'est un exemple tout bête, mais le jour où vous allez arriver devant un professionnel, vous allez réfléchir à vous dire, ah oui, à ce moment-là, qu'est-ce que je dis? Je vais pas lui dire, je suis désolé de vous faire chier. Alors que si vous utilisez couramment les termes comme embêter, agacer, déranger, tout simplement, c'est des mots qui sont assez connus. Agacer peut-être un peu moins, mais c'est quand même des mots qui sont assez connus. Et à force de les utiliser couramment, vous allez comprendre à quel moment utiliser chaque mot. Et vous serez plus libre dans votre expression et selon les interlocuteurs. Voilà, donc, je ne vais pas me répéter là-dessus. Essayez de varier les niveaux de langue.
vous voulez peut-être un exercice un petit peu plus concret pour ce qui est de varier les niveaux de langue, parce qu'effectivement, juste varier les niveaux de langue, ça ne veut pas dire grand-chose. Un exercice tout bête, c'est exercez-vous quand vous êtes dans des situations où d'habitude vous utilisez des expressions très familières, à utiliser des expressions qui vous sont moins faciles, on va dire, d'accès spontanément. Par exemple, lui dire tu me fais chier quoi. Essayez de dire quelque chose comme écoute, tu m'embêtes là. Écoute, ça me dérange. Bon, tu m'agaces vraiment. Vous voyez, avec la bonne intonation, vous allez arriver à la même chose, mais déjà en moins agressive, ce qui fait que votre interlocuteur peut tout à fait comprendre que effectivement là il vous dérange et qu'il faudra vous redemander plus tard, par exemple, alors que oh tu fais chier. Vous lui parlez comme vous parlez d'un objet. Mon ordinateur, quand il plante, je vais dire putain, on fait chier. Voilà, c'est tout bête. Vous parlez de la même façon à la machine qui vous casse les pieds et qu'à la personne qui vous demande gentiment si vous savez où elle a mis ses lunettes. Bah oui, évidemment, ça pose d'autres problèmes et donc ça va nous permettre d'aborder le troisième point. Le troisième point, du coup, c'est justement de s'écouter parler. Alors, s'écouter parler, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose de facile dès le début, mais c'est quelque chose de super important. Pour reprendre l'exemple juste avant, je vous disais que vous parlez à votre ordinateur comme vous allez parler à, je sais pas, à votre petite ou grande sœur ou frère ou copain ou n'importe qui vous voulez. Vous allez vous exprimer de la même façon avec cette machine, voilà. Oh, tu vas te réveiller, tu me fais chier là, pourquoi tu fonctionnes pas? Qu'avec la personne à côté qui vous demande où sont ses lunettes. Mais comment ça se fait que tu le sais pas? C'est tes lunettes quoi, tu fais chier. Voilà, et donc là déjà, c'est tout bête, c'est pas des phénomènes conscients, mais c'est des phénomènes qui se travaillent au fur et à mesure. C'est super important. Même si l'intonation est la même, si je dis. Si on me demande, tiens, est-ce que tu sais où sont mes lunettes et que je réponds, tu me fais chier là. Déjà, tu m'embêtes, c'est le même niveau que tu fais chier, mais c'est beaucoup plus soft, comme on dit, c'est beaucoup plus doux, c'est moins agressif. Et donc, même si la personne le prend mal, c'est pas votre problème. Enfin, c'est pas votre problème, je veux dire, vous vous êtes exprimé d'une manière qui était très correcte, qui était très bien. Et là, déjà, vous avez fait un minimum d'efforts, ce qui fait que votre interlocuteur va généralement être dans une situation un peu plus abordable. Il va comprendre que effectivement, c'est pas le moment, il vous embête. Du coup, ça va créer un cercle vertueux, comme on dit, dans lequel, bah écoutez, elle comprend qu'elle vous embête, elle vous reparlera plus tard. Hop, et inversement, vous allez faire pareil plus tard. Alors que dans des termes comme ah, tu me fais chier, eh ben, c'est agressif, c'est piquant, c'est méchant. Enfin, moi je le prends mal quand quelqu'un me dit qu'il me fait chier, je me dis oh, voilà, vous le prenez pas du tout de la même manière et donc c'est super important d'éviter au moins de créer un cercle vicieux. On a, enfin, pour la plupart, pris la super mauvaise habitude d'utiliser des gros mots comme si c'était normal. Rien que pour vous, franchement, rien que pour vous, vous allez voir que varier un petit peu les insultes, cette espèce de gastéropode automasturbateur m'agace profondément. Vous voyez, on n'arrive pas du tout à la même chose. Et vous allez voir qu'en utilisant des phrases comme ça, vous allez plus créer une dynamique de colère, d'énervement après n'importe qui, à droite, à gauche, en utilisant des insultes piquantes, méchantes. Alors, vous allez créer plutôt voilà, un moment de rigolade. Voilà, c'est ça. Si vous allez peut-être être en colère après quelqu'un. Et puis faire une phrase de ce type, c'est quoi un gastéropode automasturbateur, ça veut rien dire. Et faites-vous rire avec les mots. N'insultez pas les gens gratuitement avec des choses qui sont méchantes et que vous allez réitérer en plus. On va utiliser connard 4 fois dans la même phrase parce qu'en plus, on est de toute façon limité en insultes méchantes. Alors qu'en insulte entre guillemets sympathique, on peut en créer une infinité avec des mots plus ou moins complexes. Et donc vous allez vous faire marrer et vous allez du coup créer automatiquement et même avec vous-même de la bonne humeur, ce qui va vous permettre d'être plus efficace aussi dans votre expression.
Parce que quand on est nerveux, quand on est en colère, on se renferme. Quand on se renferme, du coup, on a tendance à limiter le vocabulaire, on a tendance à limiter vraiment toute notre utilisation des mots, à limiter donc par là l'intonation. Et des fois, on arrive à des intonations un petit peu stoïques. Oui, je comprends tout à fait. Ben, je sais bien que c'est embêtant, mais en même temps, et vous n'avez plus d'expression, et comme vous n'avez plus d'expression, vous n'avez plus un rapport vrai, voilà, c'est ça le mot. Vous n'avez plus un rapport vrai avec la personne en face de vous, et du coup, cette personne va peut-être se sentir mal à l'aise ou vous sentir mal à l'aise. On verra ça peut-être plus en profondeur dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, c'était vraiment la base que je voulais voir avec vous. On arrive du coup à la fin de cette vidéo et donc je voulais résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit et les exercices que je pourrais éventuellement vous donner aussi. Ce sera peut-être un ajout, je ne sais pas si je l'ai dit précédemment ou pas. Donc vous me le direz en commentaire éventuellement. Alors pour commencer, du coup on a parlé de l'écrit. Et sur l'écrit, je vous ai conseillé de commencer par vous relire. Si possible, avec quelqu'un à côté pour vous soutenir dans cette relecture, qui est un meilleur niveau que vous, évidemment, parce que si vous avez tous les deux le même niveau, vous allez peut-être vous retrouver du coup à faire les mêmes fautes et à ne pas voir les fautes que vous faites. Et si possible, si cette personne peut vous expliquer les points un petit peu difficiles, c'est vraiment super avantageux, ce serait vraiment mieux. On a dit ça. Et donc le petit exercice par rapport à ça, la petite habitude à prendre, c'est tout simplement de faire des vraies phrases. Écrivez complètement vos statuts sur et écrivez, bon à la limite, peut-être pour, pour le fameux réseau social de l'oiseau, j'ai pas envie de citer de nom aujourd'hui, mais pour ce réseau social, à la limite, c'est vrai que c'est pas facile d'utiliser autre chose qu'un langage SMS, mais essayez quand même d'optimiser vos phrases. D'ailleurs, c'est un excellent exercice. Twitter nous offre vraiment cette chance. Voilà, je l'ai dit quand même. Ça m'a échappé, tant pis. Voilà, c'est vraiment un excellent exercice d'aller tweeter parce que justement, vous allez optimiser vos phrases et donc essayer de raccourcir un maximum en utilisant des phrases complètes. C'est vachement intéressant, ça va vous pousser à acquérir du vocabulaire un petit peu plus élaboré peut-être, qui fait qu'il y a des mots de 3 ou 4 lettres qui sont équivalents à des expressions de 4 ou 5 mots. Et donc vous allez apprendre à faire ça, ce sera génial. Le deuxième point, du coup, c'était de varier les niveaux de langue. Varier les niveaux de langue, voilà, c'est dit. Entraînez-vous à parler en même temps, enfin peut-être même dans une même phrase, voilà. Entraînez-vous à parler sur différents niveaux de langue. Entraînez-vous à utiliser des expressions moins courantes. Il est moult expressions françaises que nous puissions utiliser. Néanmoins, aujourd'hui, nous sommes limités à un usage de 3000 à 7000 mots par jour. Vous voyez, j'ai fait une phrase, c'est venu spontanément, franchement, j'y ai pas réfléchi de 100 ans. Et donc, c'est super de pouvoir faire des trucs comme ça tous les jours et vous allez vous éclater là-dedans. Et du coup, vous allez devenir meilleur dans votre usage des mots à l'oral et à l'écrit. Ça va être pratique notamment pour les lettres ou les emails de motivation, tout ce qui est un petit peu officiel, un petit peu voilà. Le troisième point, du coup, je vous disais, c'était de s'écouter parler. Écoutez-vous parler parce que, comme je vous l'ai dit, on peut facilement créer des cercles vicieux où notre intonation et notre usage des courants de mots non adaptés, inadaptés, comme faire chier ou des ta gueule en veux-tu en voilà, alors que écoute, j'ai besoin de silence, tu veux pas te taire un petit peu s'il te plaît? C'est quand même vachement mieux, c'est plus poli et vous créez directement un cercle vertueux puisque vous êtes à l'aise avec ce que vous dites et vous n'êtes pas agressif. Comme vous n'êtes pas agressif, la personne se sent moins agressée. Comme elle se sent moins agressée, elle peut comprendre ce que vous ressentez et ainsi de suite. Voilà, je ne vais pas vous expliquer tout ça aujourd'hui. C'est vraiment vous créer un cercle vertueux et en ayant un bon usage des bons mots, des bons niveaux de langue, vous faites du bien à tout le monde, en premier à vous. Et donc par rapport à ça, voilà, donc je vous avais dit, je sais pas, un exercice tout bête, ben, entraînez-vous à faire des insultes rigolotes. Un tel vous agace, votre ordinateur vous embête,
je sais pas, comme je vous ai dit, traitez-le de gastéropode automasturbateur ou de drosophile sans fil, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bête. Mais, mais voilà, vous pouvez vraiment inventer des tonnes d'insultes, entre guillemets, sans faire de mal à personne, et vous allez vous faire marrer, peut-être même faire marrer la personne à côté, et là encore, on crée un cercle vertueux, vous serez à l'aise avec les mots, vous serez à l'aise avec les gens aussi. Et donc pour conclure avec ces exercices, et j'espère grâce à cette vidéo, vous devriez être capable au fur et à mesure de créer du contact naturellement dans presque tout type de situation. L'astuce ultime, c'est aussi, par exemple, quand vous allez avoir un entretien ou une lettre de motivation, posez-vous les bonnes questions. Et on aborde ça dans une autre vidéo. Allez, passez tous une bonne journée pleine de soleil et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.